Bonjour à tous, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je suis allé faire des tests de lactate afin de préparer au mieux la saison 2022, notamment en travaillant avec plus de précision dans mes différentes zones durant la période hivernale. Dans cette vidéo, je vous avais raconté un petit peu le déroulé des tests, et bien maintenant, je vais vous parler des résultats. Alors petit disclaimer, je ne suis pas du tout un scientifique ni un spécialiste en la matière, c'est vraiment une analyse qui se base sur ma propre expérience, toutes les lectures que j'ai pu en avoir, les discussions que j'ai également pu avoir avec les différents professionnels lors des différents tests, et également ce que j'ai pu apprendre depuis que je pratique des sports d'endurance. Donc les puristes auront peut-être des éléments d'analyse un peu plus précis et un peu plus pointus, mais pour ma part, en tant qu'amateur, je pense que pour la plupart d'entre nous, je pense que c'est largement suffisant. Toutes ces données sont très intéressantes, certaines sont en réalité nécessaires pour bien calibrer ses entraînements, mais il ne faut pas qu'elles deviennent un but en elles-mêmes. Bon, après avoir dit ça, on va commencer par le test de vélo qui me semble le plus facile à comprendre, d'autant plus qu'il a été réalisé avec un protocole assez simple. Après 10 minutes d'échauffement, on avait 5 minutes à 100 watts, puis 5 minutes à 140 watts, 5 minutes à 180 watts, et ainsi de suite jusqu'à l'échec, qui pour moi s'est produit à environ 3 minutes au palier 340 watts sur ce test. Et donc, au bout de chaque segment de 5 minutes, on réalisait un petit prélèvement d'une goutte de sang afin de pouvoir lire l'évolution de mon taux de lactate. Donc avant de regarder les résultats, en termes de ressenti, le test avait lieu à 13 h alors que j'avais fait le test de course à pied moins de 3 heures avant, donc pas certain que j'étais le plus frais à ce moment-là. Après, en termes d'état de forme générale, j'étais clairement pas aussi affûté que durant les dernières courses vu que mon volume d'entraînement avait très fortement baissé depuis le triathlon format Ironman que j'avais couru à Gandia en Espagne mi-octobre, et je sortais également d'une dizaine de jours avec un bon gros rhume attrapé lorsque j'avais passé quelques jours dans le sud de la France. J'en avais informé le coach avant de faire le test et il m'avait dit que finalement ce n'était pas si grave de faire le test à ce moment-là en étant dans un état de forme relativement moyen, et pour moi clairement c'était plutôt un état de méforme. Donc voilà ce qu'il en est ressorti, et je vais dans un premier temps juste vous faire une description des résultats. Ici vous voyez que mon niveau de lactate reste à peu près stable jusqu'à une puissance de 210 watts, où la courbe va commencer à légèrement augmenter, et c'est ce qui correspond à peu près à mon seuil aérobie, ou le seuil ventilatoire 1 en vélo. D'ailleurs, en regardant le tableau juste en dessous, on voit que ce seuil était indiqué à 214 watts. En poursuivant la lecture de la courbe, on voit que j'atteins le seuil anaérobie, donc il s'agit du seuil ventilatoire 2, un peu après 260 watts, et ça correspond en réalité au moment où le lactate va commencer à augmenter de manière exponentielle, et non plus proportionnelle à l'effort supplémentaire fourni. Et donc, comme vous le voyez, on a arrêté le test à 340 watts, tout simplement parce que je n'en pouvais plus. Donc sur cette base, le test a permis d'arrêter les zones d'entraînement que je vous montre là pour les 3 prochains mois. Et l'idée est vraiment de travailler l'endurance et la base aérobique et de faire en sorte que la courbe se déplace vers la droite, ce qui voudra dire que le lactate augmentera, mais plus tard, donc uniquement lorsque l'effort sera plus intense. Et cette segmentation en 7 zones à la place de 5 permettra en théorie de réaliser un travail plus précis à l'entraînement, comme je vous en avais parlé dans cette vidéo. Donc maintenant, regardons les tests du résultat de course à pied qui s'est réalisé à 10 h du matin sur une piste d'athlétisme en extérieur par environ 10 degrés. Ici, le protocole était un petit peu différent et après 10 minutes d'échauffement, où Luc a trouvé d'office que j'y avais été un peu fort, vu le rythme cardiaque un petit peu élevé et un indice de lactate de 1,8 mmol par litre de sang. Voilà, tu fais un 6 en max, tu montes jusqu'au 12, 13, 15 lactate, on ne sait pas, peut-être tu montes jusqu'au 6 ou 8. Ouais, mais je crois pas, c'est facile ça que tu as connu maintenant? Là, ça va en fait. Alors que j'avais en réalité couru 2 km 100 en 10 minutes, donc vraiment pas fort. Pour rappel, je sortais de quelques jours avec un gros rhume. Donc il m'a demandé de courir des séries de 2000 mètres à des rythmes qu'il m'a indiqués en prenant à chaque fois une mesure de lactate à la fin de chaque série. Donc une première série en 9 minutes à 4,10 du kilomètre, une deuxième série de 1200 mètres en 6 minutes, donc 5 minutes par kilomètre pour contrôler la mesure prise durant les 2 premiers prélèvements, qui paraissait peut-être un petit peu trop élevé. Troisième série de 9 minutes à 3,50 du kilomètre et une dernière série de 9 minutes à 4 minutes au kilomètre. Donc normalement, on aurait également dû faire un test d'effort maximum sur 600 mètres, qu'on n'en a pas fait parce que j'avais le test de vélo un peu plus tard dans la journée et que ça aurait tout simplement certainement faussé les données. Sur la base des prélèvements réalisés, on a une courbe qui a cette tête-là, avec un seuil aérobie à 4,25 du kilomètre
et un seuil anaérobie à 3 minutes 58. Donc bon, sur les chiffres, je pense que la baisse du volume et de l'intensité de l'entraînement a clairement eu un effet sur ce test, tout comme le fait d'avoir eu quelques jours sans entraînement plus tôt dans la semaine à cause du coup de froid que j'avais attrapé et d'avoir également encore les bronches un petit peu encombrées. Si je compare les résultats par rapport à un test que j'avais fait début 2020, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo, on voit que mon seuil aérobie était à 12,6 km/h, soit 4,45 par km, et que mon seuil anaérobie était à 16,2, donc pour une vitesse de 3 minutes 42 par km avec une fréquence cardiaque de 156 battements par minute. J'avais également fait un autre test en 2018 de type VO2 max avec mesure d'échange de gaz qui m'avait donné des résultats assez surprenants avec un seuil aérobie à un petit peu moins de 5 minutes et un seuil anaérobie à 3,40 du kilomètre. Donc si je regroupe les résultats de ces trois tests dans un tableau, ça donnera quelque chose comme ça. Alors tout d'abord, on voit une tendance à la baisse entre 2018 et 2021 au niveau du seuil aérobie qui est passé de 5 minutes au kilomètre à 4,25 et une tendance inverse par contre au niveau du seuil anaérobie qui lui est passé de 3,40 à 3,58 au kilomètre. En termes d'explication possible pour le seuil aérobie, je pense que je fais beaucoup plus de travail maintenant à basse intensité, ce qui je pense a permis de repousser mon seuil aérobie et donc que je l'atteigne à une vitesse un petit peu plus élevée. Mais visiblement, pas encore assez parce que le coach m'a mis plusieurs semaines d'entraînement à un rythme de 5 minutes maximum par kilomètre pour faire encore plus descendre ce seuil et déplacer la courbe de la tacte encore davantage vers la droite. Et en vrai, je pense que l'explication était tout simplement, mais je peux me tromper, que ça ne faisait pas si longtemps que ça que j'avais commencé à m'entraîner sérieusement et que je m'entraînais tout simplement à des rythmes bien trop élevés. Et juste pour vous donner un petit peu de contexte, j'étais sur un meilleur temps de 1h27 au semi-marathon et je n'avais à cette époque-là pas encore fait mon premier triathlon. J'avais pour but de faire 1 ou 2 distances olympiques au début de l'été et de faire mon premier 70.3 à Nice en septembre 2018. Troisième observation qui concerne le seuil anaérobie, cette fois-ci, on voit une tendance inversée par rapport à l'évolution du seuil aérobie. Alors très honnêtement, je suis pas du tout certain d'avoir toutes les explications sur ça. Je pense que le dernier test que j'ai fait a été peut-être un petit peu faussé du fait du contexte et qui devrait certainement être un petit peu plus bas, notamment compte tenu des intervalles que je suis capable de tenir et des temps réalisés en course il y a peu de temps. On n'avait pas eu la possibilité de réaliser le test de 600 mètres à fond qui aurait certainement permis d'obtenir des résultats plus précis, donc cette indication est certainement à prendre avec des réserves. Mais après, il y a aussi certainement du vrai dans cette tendance et je pense que l'explication la plus plausible vient du fait que je travaille essentiellement l'endurance depuis 1 ou 2 ans sans réel gros travail spécifique de VMA ou de vitesse durant des gros blocs d'entraînement et que du coup ça a dû avoir un effet à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'avant je faisais davantage de travail de ce type, simplement que mes entraînements n'étaient pas réellement réfléchis et que le but à chaque séance était d'y aller à fond, le plus fort possible, ce qui n'était certainement pas le plus efficace, qui m'avait valu 1 ou 2 blessures. Peut-être aussi que 3 ans de plus, en réalité quasiment 4 ans de plus, ont également un effet sur le résultat des tests, comme certains peuvent le penser, mais très honnêtement, j'y crois moins. Et enfin, on voit que la VMA a progressé, même en l'absence de travail spécifique entre 2018 et 2020, pour passer de 17,5 avec 171 battements par minute à 18,8 à 175 battements par minute en 2020. Et au passage, on voit que ma fréquence cardiaque maximale était à 186, ce qui veut dire que j'atteignais ma VMA alors que je n'étais pas encore au maximum de mes capacités cardiaques. Donc bon, ça vient un peu contredire ce que je viens juste de vous dire sur le fait que je n'ai pas travaillé pour développer ma VMA, mais je pense que l'entraînement polarisé que je suis, et notamment le travail réalisé lors des séances à haute intensité, a certainement dû aider au niveau du développement de ma VMA. Malheureusement, je ne dispose pas de données récentes sur ma VMA et je n'ai clairement pas l'envie d'aller me faire un test VMA juste maintenant, mais je pense qu'elle a dû augmenter durant l'année, ou en tout cas qu'elle devait être un petit peu plus haute que ça avant la coupure. Et pour vous démontrer que le résultat de ces tests ne sont pas des données absolues, là je vous montre un tableau qui m'avait été remis suite à mon test de 2020, qui me prédit un temps sur marathon entre 2h58 et 3h08, alors que mon temps sur marathon, avec un niveau qui était inférieur à celui d'aujourd'hui, était en dessous de ça déjà, et un temps sur semi de 1h24 minimum, alors que 3 jours avant, je finissais le semi de Barcelone en 1h19. Donc, encore une fois, les résultats sont à prendre comme des indications pour définir des zones et non des valeurs absolues. Et donc bon, sur cette base-là, vous aurez compris que le but était surtout de caler mes zones d'entraînement pour les quelques semaines à venir et de faire un peu un travail de fond, histoire de faire descendre un peu mon seuil aérobie avant d'attaquer un entraînement plus spécifique à l'approche des premières courses,
qui comprendra naturellement beaucoup plus d'intensité. Et donc ici, c'est un petit aperçu du programme pour la période novembre-février, même si ça pourra changer si jamais Ironman annonce que le 70.3 de Dubaï se tiendra finalement en février. Donc en course à pied, on voit une évolution avec un travail de base à basse intensité, et au fur et à mesure que les premières échéances vont approcher, on va avoir une augmentation de l'intensité et du travail spécifique à allure de course. Et là, le truc qui m'a quand même fait le plus plaisir du week-end, quand un double champion du monde Ironman te dit ça, en vrai, c'est plutôt cool. Et en vélo, on a une progression similaire avec un gros travail d'endurance qui évoluera vers du travail plus spécifique et davantage d'intensité à l'approche des premières échéances. Visiblement, il y a pas mal de marge de progression en vélo. Alors, je ne sais pas vraiment comment prendre ça du coup, et à la différence des résultats en course à pied, les seuils SV1 et SV2 semblent être plus en phase pour le test vélo. Et enfin, j'ai tout de même essayé de corroborer ces chiffres avec ce que l'on peut trouver dans certains manuels, et notamment celui de Jack Daniels, qui est tout de même l'un des manuels que je préfère et surtout une référence en la matière, même s'il y en a d'autres et qui sont tout aussi intéressants et proposent des méthodes de calcul alternatives à celle-là. Alors le manuel est très complet et propose notamment des tableaux qui permettent d'extrapoler un peu sur les différentes distances les allures ou les temps que l'on devrait en théorie être capable d'atteindre. Donc si je prends comme référence le semi-marathon de Grasse que j'ai couru le 7 novembre en 1h19, même si sans le dénivelé, je pense que j'aurais davantage été dans les 1h16, ça me donne un temps sur 10 km de 35,52 qui est assez proche de la réalité. J'étais passé aux 10 km en 36,05, de 55,06 aux 15 km, là j'étais davantage à 56,40, et toujours en utilisant ce même tableau, même si ça fait longtemps que je n'ai pas couru un marathon seul, ça donnerait un temps théorique de 2h45, ce qui correspond là encore à ce que je pense pouvoir être en mesure de réaliser si je préparais un marathon maintenant et mettais en œuvre le travail nécessaire pour y parvenir. En regardant quelle devrait être ma zone d'endurance fondamentale, on voit ici en théorie que je devrais être sur du 4,19, 4,53, alors que suite à mon test de lactate, on est davantage sur du 4,25, 5,01. Donc on est tout de même assez proche et je pense que l'écart, même si en vrai il reste relativement minime à ce genre d'intensité, peut s'expliquer en partie par le manque de forme lors du test. Et au niveau du seuil, selon l'ouvrage, mon seuil anaérobie devrait être à 3,43 au kilomètre, ce qui correspond à mes données de 2020, mais qui s'éloigne un peu de celles collectées suite à mon test de lactate. Encore une fois, je pense que l'explication est la même que pour le seuil aérobie. Et juste sur ce point, ça correspond vraiment très bien aux données recueillies lors du semi de Grasse, où en prenant un seuil à 3,43, j'ai au final, en extrapolant, un temps de maintien de 1h19, ce qui correspond au temps de maintien théorique que cet auteur vise en fin de cycle VMA. Après, on s'écarte un petit peu de ces valeurs. Si je prends une séance d'intervalle de 400 mètres que j'ai réalisée la semaine dernière, où l'objectif était de faire un 8 x 400 à 1 minute 20 et 1 minute 20 de repos en footing tranquille. D'après ce tableau, je devrais réaliser ces intervalles en 82 secondes, soit un rythme de 3,25 au kilomètre, mais j'étais davantage sur du 78 ou 76 secondes, donc du 3,15 ou 3,10 au kilomètre, sans pour autant être décédé à la fin. Donc rien de bien grave, et les résultats sont globalement assez cohérents entre la théorie et ce que l'on a pu voir en pratique. Il faudra toujours garder à l'esprit que les seuils ne sont pas des paliers à respecter coûte que coûte, mais qui sont davantage des zones d'intensité que l'on va devoir respecter, notamment pour profiter au maximum d'un entraînement polarisé. Et ce sont également des données que l'on pourra faire progresser avec l'entraînement. En résumé, c'est assez intéressant d'avoir tous ces chiffres et de pouvoir faire une comparaison entre eux pour mesurer l'évolution suite à différents cycles d'entraînement, mais également d'année en année. Après, ce n'est clairement pas nécessaire pour des amateurs comme moi, et parfois ça fait qu'on se pose plus de questions après qu'avant. Et au final, ce genre de données, c'est très bien, mais n'oubliez pas de balancer ça avec votre ressenti et d'avoir un esprit critique lorsque vous les analysez. Voilà les explications suite à mon test de lactate du mois dernier. Si vous avez tenu jusque-là, déjà, un énorme merci. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.